Bonjour à tous, bienvenue sur Baraka Foot pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis pas tout seul puisque avec mon cher ami Romain on va parler du Danemark 92. Bonjour à toi Romain. Bonjour Corentin. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir Romain sur la chaîne de Baraka Foot, toi qui es rédacteur pour BAF. Voilà, on va pouvoir parler du Danemark. Toi tu vas nous sortir un petit article en même temps sur le Danemark 2021, version 2021, mais il y a un petit parallèle à faire avec quand même le Danemark de 92 qui va fêter bientôt ses 30 années de sacre. Ouais, absolument, absolument. On va essayer de faire un petit peu un parallèle dans l'article et du coup, c'était bien de faire la vidéo pour voir un petit peu le relief entre 92 et 2021. Ouais, exactement, exactement. Et je te propose qu'on passe sans plus attendre à cette machine à remonter dans le temps pour qu'on puisse retrouver justement le Danemark de l'époque qui sort en tout cas d'une décennie 80 assez glorieuse avec Sepp Piontek à sa tête et notamment les Danish Dynamite qui ont, on va dire, un petit peu rythmé le football européen, avec aussi le football total, bien sûr, des Pays-Bas, qui les a vus sacrés champions d'Europe en 88. Mais voilà, on a une nouvelle génération qui s'installe avec les frères Laudrup, avec Povelsen, et aussi un nouveau sélectionneur, Richard Müller-Nielsen, qui est un petit peu discuté sur sa présence à la tête de la sélection. C'est dans ce climat que le Danemark commence sa campagne de qualification pour l'Euro 92, qui se déroulera en Suède. Donc voilà, les Danois sont un petit peu en difficulté et vont finir deuxième de leur poule derrière la grande Yougoslavie de l'époque. C'est vrai que le climat était quand même pas optimal, même s'ils font une campagne assez honorable en 6 victoires, un nul, une défaite. C'est vrai que pour le coup, les Danois, au final, finissent deuxième et n'iront pas à l'Euro 92. Ouais, ils se ratent dans je crois que c'est un déplacement en Irlande du Nord où ils font un C'est partout ça. et ils auraient pu donc être à égalité de points avec la Yougoslavie puisque ils gagnent le match aller, je crois, ils perdent au retour si je dis pas de bêtises. Et donc ça met effectivement un climat de tension. Le sélectionneur, comme tu l'as dit, danois, est pas conforté totalement dans son poste. Il y a notamment plusieurs altercations avec les frères Laudrup qui demandent même à quitter la sélection suite à la non-qualification. Il y a déjà un gros climat de tension dans l'équipe danoise. On parle même potentiellement d'un licenciement de Nielsen dans les jours qui suivent l'échec en qualification pour l'Euro. Et puis de l'autre côté, il y a une tension aussi du côté yougoslave, puisque on sait, hein, fin 91, l'URSS se disloque, tout le bloc communiste est un peu en train d'imploser, et toutes les guerres qui s'en suivent commencent à débuter. Et la Yougoslavie est une des premières nations à imploser et va petit à petit amener le Danemark à l'Euro 92 dans un climat un peu surréaliste. Ouais, exactement. Il y a aussi la fin en tout cas l'arrêt Bosman qui arrive dans toute cette période avec le traité de Maastricht. Le Danemark qui justement veut rester avec sa monnaie unique et faire un petit peu bande à part. Il y a tout un climat géopolitique autour du football également. Il y a quand même des exportations vers l'étranger, du côté du Danemark, des joueurs danois aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un climat un petit peu pesant sur l'Europe du football. Et comme tu l'as dit, on arrive en 92 avec justement à 15 jours seulement du début de la compétition, une grande nouvelle, c'est-à-dire l'ONU qui reconnaît en tout cas le conflit yougoslave et la FIFA qui est légaliste va immédiatement exclure les Yougoslaves de cet Euro 92, puisque en effet à sa tête il y avait quand même un sélectionneur bosniaque, des joueurs serbes et des joueurs monténégrins au final dans le lot. Donc pas le meilleur climat de confiance, même s'ils essayaient quand même de sauver la face. Et du coup, c'est le Danemark qui se retrouve réintégré pour la phase finale à seulement 10 jours du tournoi. Et on sait qu'il y a déjà pas mal de joueurs, en tout cas surtout les étrangers, en tout cas ceux qui jouent à l'étranger, qui sont en vacances. Donc c'est pas forcément le meilleur climat ni la meilleure préparation pour un tournoi de cette ampleur. Ah, il y a eu beaucoup de petites histoires autour de la préparation, évidemment, du Danemark pour l'Euro. Certains disaient qu'ils arrivaient les mains dans les poches, un petit peu en vacancier. Tu l'as dit, notamment, il y a une grande majorité, je crois qu'il y a 5 joueurs qui viennent du championnat allemand, donc qui ont terminé mi-mai.
Donc, ils apprennent, je crois, c'est le 2 juin leur qualification pour l'Euro. Donc, il y a déjà 15 jours, 3 semaines que les joueurs n'ont presque plus d'entraînement, voire plus du tout. Donc, il y avait une certaine inquiétude de la part du sélectionneur, même des supporters danois sur la condition de leur équipe au moment d'arriver donc en Suède. Et puis, finalement, il y a quand même un match de préparation. Donc, je crois que c'est contre l'ancienne URSS, du coup, qui est disloqué. Donc, c'est la communauté des États indépendants avant que ça devienne C'est ça. tous les pays qu'on connaît. Il y avait quelques joueurs qui s'étaient testés, mais les Danois, ils ont vite compris que physiquement, pour l'instant, ils n'étaient pas au top. Ils font quand même un but partout contre une équipe. Bon, l'ex-URSS, il y a quand même quelques joueurs de foot, hein, on va pas se mentir. La Russie, il y a toujours quelques bons joueurs dans les pays de l'Est. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et puis, les Danois, ils se prennent pas forcément non plus eux-mêmes au sérieux au début. Ils y vont un petit peu, bon, comme s'ils avaient rien à perdre. C'est Ils y totalement vont le cas. pour 10 jours, hein. Voilà, eux, ils y vont pour 10 jours. Ils sont même surnommés les Crazy Danes à leur arrivée en Suède. Un petit peu des vacanciers qui boivent des bières. Il y a de gros clichés là-dessus, qui mangeaient des McDo avant les rencontres. Assez dingue le climat dans lequel ils arrivent. Et puis surtout, ils tombent quand même dans un groupe très très relevé, avec la Suède qui est à domicile, l'équipe de France, bon, qui en 92, on connaît quand même la qualité de l'effectif, même s'il y a beaucoup de dissensions, on sait, entre les Marseillais et puis les joueurs des autres clubs, c'est assez Ouais. tendu. Et puis les Anglais qui semblaient capables de pouvoir se qualifier, puis qui eux aussi vont passer totalement à travers l'Euro 92, mais je pense qu'on va rentrer en détail maintenant dedans. Ouais, exactement. Et du coup, l'équipe danoise arrive avec une surprise quand même à son bord, même si ça reste une des stars de ce pays. C'est Brian Le Drup qui a décidé de revenir dans la sélection. On sait que Richard Müller-Nielsen a contacté aussi son frère, mais ce dernier n'a pas répondu positivement à l'offre, alors que Brian, qui semble un petit peu moins borné que son frère, on a décidé de faire partie de cette sélection qui compte quelques stars, on l'a dit, hein, avec Peter Schmeichel qui est un véritable héros national à l'époque, puisqu'il joue à Manchester United. Il y a Brian Le Drup donc, qui joue au Bayern Munich. Et voilà, d'autres joueurs comme Povelsen, l'attaquant de pointe de cette équipe danoise qui joue au Borussia Dortmund, et d'autres internationaux, en tout cas d'autres étrangers. Donc voilà, il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Et comme tu l'as dit, ils n'ont pas eu de préparation. Et au final, ils alternent un petit peu entre les séances de mini-golf pour la cohésion d'équipe et le repos, et d'autres petits tournois entre eux. On parle même des fois de tournois de natation, où la C'est France, surréaliste. justement, pour voilà, susciter quand même un petit peu d'esprit bon enfant et de camaraderie, parce que c'est vrai que Richard Møller-Nielsen, autant ça a été un tacticien vraiment hors pair dans ce tournoi, mais c'est pas le plus grand des leaders sur le terrain et en dehors pour son groupe. Ouais, absolument. Tu parlais du cas des frères Laudrup. C'est vrai que euh, les deux frères Laudrup étaient un petit peu vexés pendant la phase de qualification. Il y avait un système assez strict de la part du sélectionneur danois qui n'offrait pas la liberté que recherchait que ce soit Michael ou Brian. Ils avaient du mal à se trouver dans ce système. Ils avaient besoin de beaucoup plus de liberté. Brian l'a finalement accepté, et à sa raison, puisque c'est vraiment lui qui va être ensuite un petit peu l'électron libre de cette équipe pendant l'Euro. Michael, il s'en mordra les doigts évidemment toute sa carrière après, puisque on connaît la suite. Mais c'est vrai que pour le coup, rien ne les prédestinait à en arriver là. Et pourtant, le sélectionneur, lui, il a dit clairement à ses joueurs, on va en Suède pour gagner la compétition. Ça a même fait rire Brian Le Drup, qui l'a dit quelques années plus tard, qu'il pensait que c'était surréaliste d'avoir un tel discours avant la compétition. Mais avec toute la cohésion que prépare le sélectionneur danois, petit à petit, il y a un vrai groupe qui se forme. Et puis, tu parlais de Larry Bosman tout à l'heure, il y a un élément qui est très important, c'est que je crois que les 2 tiers de l'équipe sont danois, et surtout, 90% sont formés soit à Brøndby, soit à Odense, donc les clubs phares à l'époque au Danemark. Il n'y a pas encore la domination du FC Copenhague. Donc c'est vrai que beaucoup de joueurs se connaissent et connaissent un petit peu le système, un vrai système de jeu danois mis en place. Et du coup, c'est beaucoup plus facile déjà de préparer une compétition comme l'Euro, où en 10 jours, il faut être prêt. Et ça a, je pense, aidé aussi dans ce sens-là
les Danois. Exactement. Du coup, on va se diriger un petit peu vers ce 11 juin 1992, qui est la date de l'entrée en liste du Danemark face à l'Angleterre, avec un schéma qui va suivre le Danemark tout au long de cette compétition. C'est un schéma à trois défenseurs qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans le football moderne, avec voilà, une équipe quasi type, hein, et Peter Schmeichel dans les buts, et généralement une charnière qui est composée de Olsen, Pichnik et Christophe Teu, avec des joueurs bien connus aussi du championnat de France, comme John Sivebeke, qui jouait à Monaco à l'époque, et Andersen côté gauche. Et généralement, une doublette qu'on voit beaucoup dans le film Été 92, qu'on a pu revoir nous avant de tourner cette vidéo, Romain, c'est Kim Vilfort et John Janssen qui partagent la même chambre durant cet Euro et qui vont être aussi deux belles histoires de cette sélection danoise. On y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, un trio d'attaque qui va être le même quasiment toute la compétition. C'est Henrik Larsen qui va terminer meilleur buteur de cet Euro à égalité avec plusieurs autres joueurs, mais avec 3 buts. Et enfin, les deux attaquants stars de cette équipe, Brian Laudrup et Povelsen. Pour l'instant, c'est une équipe danoise assez rigide, hein, qui va se contenter plutôt de bien défendre avant de bien attaquer. Et un joueur comme Brian Laudrup va devoir faire beaucoup d'efforts sans ballon et ne va pas vraiment être à son niveau dans ce début de compétition. Ouais, et puis on joue quand même, donc le Danemark joue quand même l'Angleterre qui est demi-finaliste donc du Mondial 90, qui apparaît comme l'un des favoris de la compétition. Les Danois, ils le savent, ils sont pas, normalement ils sont pas censés remporter ce match. Et finalement, c'est eux qui vont se créer énormément d'occasions. Ils touchent, je crois, à plusieurs reprises les montants. Au fur et à mesure de la rencontre, ils se sentent capables de faire tomber l'Angleterre et ils commencent à se dire mince, si on est capable de faire tomber une équipe qui a fait demi-finale de Coupe du Monde il y a 2 ans, bah pourquoi pas tenter notre chance. Et comme tu l'as dit, ce système un petit peu rigide, bah, les Anglais, je pense qu'ils n'étaient pas prêts non plus à ce genre de choses, avec des Danois qui étaient totalement décomplexés, balle au pied, qui n'hésitaient pas à se projeter rapidement vers l'avant. C'était assez spectaculaire, mine de rien, cette façon de défendre et puis de se projeter qu'on n'avait pas forcément avec des équipes qui aimaient bien avoir le contrôle du jeu. Je pense aux Anglais, je pense évidemment aux Français avec leur armada offensive. Et du coup, ça a un petit peu rebattu les cartes et tout le monde a commencé à se dire, mince, il va falloir se méfier des Danois. Et c'est là qu'on arrive au deuxième match face à la Suède, avec un climat qui ne s'arrange pas pour les Danois, puisque pendant la compétition, Kim Vilfort va connaître malheureusement la maladie de sa fille. Il va enchaîner les allers-retours à l'hôpital. Je crois que c'est une leucémie. Ouais, Sa fille de 7 ans, il va enchaîner les allers-retours à l'hôpital. Donc ça va mettre un climat encore plus pesant sur cette équipe et toujours plus dingue. On se dit, mais comment cette équipe peut aller au bout? Et là, il y a la défaite contre la Suède qui est tous les joueurs et les observateurs, ils envoient déjà le Danemark au tapis avant de jouer l'équipe de France avec Papin et toute l'armada là, que l'on connaît qui va se planter littéralement ensuite en 92 puis en 93. ouais, exactement. Avec cette défaite de la France face au Danemark, et dans le même temps, la Suède fait le boulot face à l'Angleterre et permet justement aux Danois de voir les demi-finales, grâce aussi à un coaching de Richard Møller Nielsen. C'est l'entrant Elstrup, Lars Elstrup, Ouais. Marcel Strupp. qui vient marquer en remplaçant Brian Laudrup, justement le petit clin d'œil de l'histoire, et qui permet à cette sélection danoise de venir se qualifier pour les demi-finales. Le tout sans, tu l'as dit, Kim Vilfort qui multiplie les allers-retours vers, vers le Danemark pour voir sa fille. D'ailleurs, qui voulait pas revenir, hein, Kim Vilfort, qui voulait rester auprès de sa fille, et c'est sa fille qui le pousse à jouer l'Euro. Et ça, c'est une belle histoire quand on connaît malheureusement la fin tragique qu'il a pu connaître avec sa fille, qui est décédée malheureusement 6 semaines après seulement la fin de cet Euro. Mais voilà, on imagine quand même que ça a dû lui donner un regain de boost, surtout qu'en plus, il va faire partie de l'histoire dans cette demi-finale face aux Pays-Bas. Une demi-finale que débutent bien les Danois. Romain, j'ai revu le match avant de tourner cette vidéo. Ils attaquent plutôt bien et on voit un Brian Laudrup, pour le coup, beaucoup plus libre. Et on sent vraiment que c'est
le joueur majeur de cette équipe quand il est capable de faire cette différence. Et on le voit à droite, à gauche, en pointe aussi. Et c'est lui qui va délivrer le premier centre victorieux pour Henrik Larsen face à une équipe quand même des Pays-Bas qui est championne d'Europe en titre et qui compte une génération exceptionnelle avec les Rijkaard, Gullit, Van Basten et aussi l'intégration d'un petit nouveau, Dennis Bergkamp. Ouais, petit nouveau, mais petit que par le nom pour le coup. Des Hypercamp, c'est même lui qui égalise dans la demi-finale face au Danemark la première fois. C'est vrai que on sent que notamment Laudrup prend conscience qu'il se passe un truc autour de cette équipe entre le match contre l'équipe de France et celui face aux Pays-Bas. On se sent beaucoup plus concerné, que ce soit dans les différents articles qu'on peut lire, même lui est prêt à le dire que finalement, ça c'est un déclic ce match contre l'équipe de France. Ils sont pas destinés à jouer plus de 3 matchs, à rentrer à la maison. Et finalement, ils vont jouer les Pays-Bas qui sont ultra favoris de la compétition. Ils se mettent à y croire, comme l'a dit le coach, hein, on vient en Suède pour gagner. Et vraiment, au fur et à mesure, on sent que cette équipe, bah, elle se sent invincible, elle se sent capable de renverser des montagnes. C'est vrai que la première demi-heure assez spectaculaire des Danois, moi, j'ai pas regardé en entier le match, je t'avoue, mais plutôt des bribes. Et c'est vrai que on n'a pas l'impression que bah, ils ont été repêchés comme ça à la légère. Ils sont vraiment dans leur sujet. Et puis les Pays-Bas l'avoueront eux-mêmes. Ils ont pris le match à la légère en se disant que bah, les Danois, ils avaient rien à faire ici, que de toute façon, c'était eux les grands favoris. Et puis ils vont se faire piéger. Pendant la séance de penalty, c'est Van Basten qui va rater son tir au but. Schmeichel est un héros national ensuite dans tout le pays, même s'il était déjà avant la compétition. Et puis ça mène ce Danemark 92 absolument dingue en finale. Et je me rappelle de Nielsen qui dit avant la demi, en plus, face aux Pays-Bas, qu'il ne peut pas promettre à sa nation de gagner le match, mais que chacun des joueurs danois va donner son meilleur. Et ça se sent dans la première demi-heure, on sent vraiment, il y a une intensité, un engagement que les Danois mettent par rapport aux Pays-Bas qui sont pourtant réputés pour avoir des joueurs, quand vous avez Van Basten et des joueurs comme ça qui mettent un petit peu le pied, bah non, ils se sont fait totalement manger dans la première, dans la première demi-heure. C'est là que bah, on se rend compte que le Danemark, finalement, ils peuvent aller au bout, même si après les Pays-Bas, après l'Angleterre, ils ont un nouvel ogre devant eux, et pas n'importe lequel. Ouais, l'Allemagne, qui est voilà, championne du monde en titre. Hein. Au calme, Si comment? au calme, comme ça. Ouais, exactement, qui a quand même une belle génération avec Jürgen Klinsmann, Stefan Effenberg. Donc voilà, et il y a également aussi un autre paramètre qui est à prendre en compte, c'est qu'il y a eu un petit drame aussi Ouais. pendant ce dernier Pays-Bas, c'est la blessure de Henrik Andersen qui a la rotule qui s'est déboîtée carrément, disloquée, et une image forte qu'on ne vous invite pas à revoir parce que c'est Alors, vraiment Marco terrible. Basten qui n'y a pas été de main morte. Ouais, et voilà, qui justement mettra fin d'ailleurs un petit peu à la carrière prématurément d'Andersen, lui qui était courtisé par de grands clubs au final pendant cette compétition. Mais ça, en tout cas, ça donne de nouveau un allant à cette équipe de le faire pour Henrik et de se battre pour aller chercher cette coupe. Et au final contre l'Allemagne, c'est deux belles histoires, on l'a dit plutôt de cet Euro, à savoir les partenaires de chambre, John Jensen, qui n'a jamais cadré une frappe de sa vie et qui va mettre une frappe en pleine lucarne totalement exceptionnelle. Et la belle histoire aussi de Kim Vilfort, qui sur un magnifique but, qui n'est pas sans rappeler celui de Dennis Bergkamp contre l'Argentine. Je ne sais pas si tu as fait Absolument, le absolument. parallèle Ouais. Le parallèle avec était le sympa. contrôle de la poitrine et puis derrière le petit crochet qui est semblable et puis la frappe magnifique, poteau rentrant qui vient tromper Bodo et Ligner. Donc au terme d'un match au final maîtrisé puisqu'ils sont jamais tremblés, ils ont eu un Peter Schmeichel souverain encore une fois dans les buts et une équipe qui était sûre de sa force, qui s'est battue sur chaque ballon. Ouais, c'est vrai que tu parlais de Schmeichel, on n'a pas parlé plus que ça, mais c'est vraiment lui aussi la base de la solidité de cette équipe. C'est-à-dire qu'il a été souverain contre l'équipe de France qui, certes, le score est favorable au Danemark, mais a bougé les Danois comme jamais. Contre la Suède, ça aurait pu être
aussi bien plus catastrophique contre l'Allemagne, tu l'as dit, en finale, il est impressionnant, même contre les Pays-Bas à 2-1, je peux vous dire qu'ils se laissent pas faire non plus, ils comprennent qu'en face, il y a gros danger, et Peter Schmeichel est évidemment l'un des fers de lance, voire le plus grand artisan de, de ce titre danois. Je parle des joueurs évidemment sur le terrain, parce que le travail de Nielsen pour arriver à motiver une équipe comme ça, à trouver un système qui permet de faire déjouer peut-être trois des plus grandes nations de l'époque, voire peut-être quatre si on compte l'équipe de France dedans. C'est très fort. Et puis, bah, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de grande surprise dans le football actuel. Il n'y a pas de non C'est le plus. premier véritable braquage. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore Grèce 2004, par exemple, qui a un petit peu secoué tout le foot européen. Le Danemark, c'est vraiment la vraie référence quand on parle d'exploit sur une compétition entière. Et les Allemands, un petit peu comme les Hollandais en demi, euh, ils sont champions du monde en titre. Ils ont une équipe exceptionnelle. Quand on a Matthias Sammer, Klinsmann, Kohler, enfin c'est assez impressionnant. Et même Stéphane Effenberg, d'ailleurs, c'est ce que Laudrup raconte, c'est que il propose à Brian Laudrup déjà son maillot, même avant le match, de dire on va vous taper, c'est même pas la peine de jouer à la finale. Et Brian Laudrup, d'ailleurs, qui raconte qu'à la fin du match, il a jamais retrouvé Effenberg pour lui donner son maillot. C'est une petite anecdote qui montre à quel point les Allemands étaient sûrs d'eux, comme les Néerlandais, ils s'attendaient pas à voir une équipe aussi soudée, surtout quand on connaît son parcours 15 jours avant, elle était à deux doigts d'imploser, le sélectionneur était même pas sûr d'aller à l'Euro. Et pour Villefort, je pense qu'ils l'ont fait évidemment pour Andersen aussi. Ça leur a donné un supplément d'âme et le Danemark est champion d'Europe 92. C'est vrai que l'histoire est fantastique et encore aujourd'hui, 30 ans après, elle continue à nous passionner puisqu'on en parle. Ouais, exactement. Et puis, c'est plein d'histoires dans les histoires. Richard Müller-Nielsen qui devait passer son été au final à faire la cuisine demandée par sa femme, qui C'est se vrai. retrouve quasiment, quasiment licencié à la fin du deuxième match contre la Suède et qui au final est champion d'Europe et vient faire taire beaucoup de détracteurs dans son propre pays. Et Même voilà. au sein de sa fédération, d'ailleurs, c'est comme ça que commence le film été 92, puisque tu en parles. C'est vrai que quasiment deux tiers de sa fédération veulent son départ à Nielsen. Et même lui, enfin, sans qu'il va partir, il le dit d'ailleurs à sa femme, enfin, je fais mes affaires, cet été, je suis disponible. Enfin, il se rend pas compte qu'il va être champion d'Europe 15 jours plus tard. En fait, chacun a quelque chose à gagner dans cette équipe ou pour son camarade. Même Laudrup, je pense que c'était une façon pour lui de dire bon, ok, je fais un peu n'importe quoi, mais voilà, au final, j'amène mon pays au Et de titre. s'émanciper de son frère aussi. Ouais, c'est ça. Bah, montrer aussi à son frère que bon, parce que c'est vrai que même au pays, hein, Laudrup, on l'appelait souvent petite sœur par rapport à Michael. Donc c'est ça, je pense, jouer évidemment dans la création d'un groupe. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. On se souvient de l'équipe de France en 2018. On sent que vraiment il y a besoin d'un groupe plus que de. Alors, vous pouvez avoir le meilleur effectif du monde, vous ne serez pas forcément champion à la fin. Il y a besoin d'un vrai groupe. Et c'est ce que Deschamps a réussi à faire avec la France. C'est ce que en 2004 la Grèce a réussi à faire pour faire son exploit aussi. Et donc le Danemark en 92. Ouais, exactement, Romain, c'est vrai que c'est une belle histoire et au final, on se rend compte avec le collectif, la bonne cohésion, on peut soulever des montagnes, mais c'était aussi une belle équipe de bons footballeurs, hein. Oui, il y a On une n'en belle parle pas équipe comme non de plus foot. des vacanciers, mais il y avait quand même des vrais footballeurs et à la suite de cette Euro, ça ouvre des portes sur l'étranger pour certains joueurs, comme par exemple le défenseur central Torben Pichny qui va signer du côté de Liverpool. On a John Johnson qui va signer du côté d'Arsenal et qui va y faire un bon bout de carrière. Là, j'ai aussi Kristote aussi qu'on voit souvent dans le film un petit peu faire le philosophe de cette équipe, raconter les belles histoires des belles heures danoises, qui va signer du côté de Cologne et rejoindre Andersen.
Donc voilà, il y a des belles histoires et derrière, ça a pu donner des carrières à certains joueurs, ou en tout cas leur permettre de s'exporter en dehors des terres danoises. Ouais, absolument. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que avant l'arrêt Bosman, le Danemark, c'était un vrai pays de foot. Bah, on parle beaucoup de la génération d'avant, donc celle de 86. Mais Ouais. c'est vrai que Odense à l'époque, je parlais de Odense tout à l'heure parce que c'est Obi, ouais, Brøndby. Il y a Lyngby aussi à l'époque. Il n'y a pas encore la domination du FC Copenhague. C'est vraiment trois gros centres de formation au Danemark. Et que ce soit en équipe de jeunes ou en équipe nationale, on retrouve allez, les deux tiers à l'époque, voire presque les trois quarts de l'effectif qui viennent de ces trois clubs-là. Et bah, pour faire passer une idée de jeu, c'est beaucoup plus simple, surtout si elle est véhiculée dans la plupart des grands clubs du pays. Et puis, donc, il n'y avait pas toute cette attirail vers les grands clubs, même si on avait des joueurs de grands clubs, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Andersen jouait déjà à Cologne, lui. Sivbek, tu l'as dit, à Monaco. Il y avait pas mal de joueurs qui jouaient quand même à l'étranger et dans les grands clubs allemands. Il n'y a que 7 joueurs sur les 20 sélectionnés qui jouent à l'étranger, donc il y en a encore quand même 13 au pays. Donc c'est sûr que ils ont pu s'appuyer sur cette base-là. Et en tout cas, c'est une belle histoire que ce Danemark 92 au final, qui est précurseur de cette Grèce 2004, parce qu'il y a beaucoup de similitudes Ouais. entre les deux, des équipes qui sont pas forcément attendues, avec un jeu un petit peu plus rigide, où on se contente d'attendre et on va procéder en contre-attaque et faire très mal. On élimine des cadors, hein. Le Portugal à domicile pour la Grèce, les champions d'Europe et champions du monde en titre pour le Danemark. Il y a quand même des belles similitudes entre les deux. Et au final, quand même, le Danemark, ça reste quasiment la plus belle histoire de l'histoire du football au final, en termes de victoire. C'est vrai que c'est une belle génération et c'est venu récompenser des grands joueurs comme Peter Schmeichel qui va être élu meilleur joueur de cet Euro-là et qui va continuer d'écrire sa légende à Manchester United. Brian Laudrup va réussir à gagner un titre que son frère n'aura jamais et, va pouvoir continuer sa carrière au Bayern Munich. Donc c'est sûr il y a déjà des belles histoires. Voir si maintenant l'équipe de 2021 sera capable de rééditer cet exploit. Ils ont en tout cas les moyens, si tu veux qu'on l'aborde un petit peu, même si je vais en revenir sur l'article, euh, ils ont en tout cas les capacités, je pense, l'effectif, et même ils ont un tirage qui peut leur permettre au moins d'aller s'offrir un huitième de finale, voire un quart de finale, parce qu'il y a vraiment des joueurs de grand talent. Bon, il y a Eriksen, bah, évidemment, il y a Kasper Schmeichel, mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a Youssouf Poulsen, je pense notamment. Il y a beaucoup de joueurs qui sont reconnus sur la scène européenne, qui sont techniquement Andreas très intéressants. Christensen, Simon Kier, Ah oui, on peut en citer c'est une équipe Marco bah, Pastorius. un petit peu comme celle de 92. C'est pas le plus bel effectif, le plus séduisant, mais si on en fait un groupe solide, uni, ça peut poser des gros problèmes dans une compétition. C'est une genre d'équipe qu'il faut absolument éviter pour bah, justement la Belgique en poule. Je suis pas sûr que contre le Danemark, ils soient très heureux de jouer contre le Danemark dès les poules, hein. C'est vraiment le type d'équipe piège par excellence, un petit peu comme le Pays de Galles en 2016 par exemple, avec certains joueurs qui ont le niveau de star européenne. Il y avait Gareth Bale à l'époque, et puis d'autres joueurs qui sont pas très reconnus en Europe, mais qui, par leur formation et par l'unité du groupe, ont réussi à se montrer pendant l'Euro, que ce soit dans les différentes générations. Exactement, et on suivra ça avec attention durant ce mois de juin. Quel joueur du Danemark va totalement exploser aux yeux de l'Europe et surtout quel parcours vont effectuer les Danois. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, on retrouvera ça de toute façon sur Baraka Foot au cours de ce début d'été. Et voilà, pour au final ce petit bilan sur le Danemark 92. C'était une belle petite émission, Romain, et de toute façon on se retrouve pour parler du Pays de Galles dans quelques jours. Avec, Je l'ai intronisé tout doucement, t'as vu. avec un grand plaisir sur la bande au golfeur Gareth Bale.
Voilà, on va vous attendre avec impatience. En tout cas, merci Romain d'avoir Merci à toi, participé à Corentin. cette vidéo. Et on se retrouve dans quelques jours pour parler du Pays de Galles. Salut.